Les grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Ismaël Ouedraogo. Merci d'être avec nous sur les antennes de la radio leader Waga FM. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Les Grandes Questions. L'émission Les Grandes Questions qui accueille aujourd'hui le vice-président de la Chambre des mines du Burkina Faso, Monsieur Adama Barry. Il faut signaler qu'il est ingénieur géologue de formation. Monsieur Adama Barry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Waga FM. Sur le secteur minier, on a l'impression que c'est un secteur très fermé. On n'aime pas beaucoup communiquer. Je pense qu'on communique. Simplement, je crois que notre voix est peut-être inaudible. Sinon, on communique parce que, vous savez, le secteur minier, il y a beaucoup d'a priori. Et quand bien même vous communiquez, nous le voyons chaque jour, même dans la rue, quand les gens nous apostrophent, c'est difficile de les convaincre parce que, il y a des a priori qui sont très ancrés. Mais vous avez la preuve qu'on communique. Pour la preuve, j'ai accepté de faire votre interview. En tout cas, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Waga FM pour ce temps d'échange. On va parler de l'exploitation minière au Burkina Faso de façon globale. Il y a déjà un mot qui cloche quand on parle des mines. Exploitation. Est-ce que c'est le mot qui sied même quand on veut parler notamment de l'utilisation des ressources minérales au Burkina Faso? Tout à fait. Je pense que exploitation, c'est une ressource qui est là et que des spécialistes du secteur extraient. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le mot exploitation sied. C'est vrai, nous avons plusieurs phases comme l'exploration. Et quand vous avez trouvé un gisement, vous passez en phase donc d'exploitation. C'est le terme qui sied en français, c'est le même terme en anglais. Il y a beaucoup qui ont dit qu'il fallait changer de mot. Il y a même une société minière de la place dont je vais taire le nom qui avait dit et ils sont en train d'évoluer vers un changement pour abandonner le mot exploitation parce que quand on dit on exploite, ça frise un peu peut-être l'abus ou encore le détournement des richesses d'un pays vers l'étranger et ainsi de suite. Moi, j'avoue que le terme-là ne me gêne pas du tout, surtout à partir du moment même qu'il y a dans certains pays, il y a même l'État qui exploite, et je crois que c'est toujours le même mot qui est employé. Écoutez, mais les choses évoluent. Si c'est dans ce sens que ça doit aller, que ça aille, mais moi, personnellement, ça me gêne pas du tout. Ça ne vous gêne pas. On va aller donc dans le vif du sujet pour parler maintenant des caractéristiques du secteur minier. Alors, quand on dit exploitation minière, beaucoup ne comprennent pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a l'exploration et il y a l'exploitation. Quelle est la différence entre l'exploration et l'exploitation? L'exploration, si vous voulez, le terme même dans le code minier, quand vous regardez, c'est la recherche minière. Parce que malheureusement, dans l'imaginaire commun, quand vous prenez une superficie, il y a déjà un gisement et vous envoyez les équipements pour exploiter. Je vais vous dire que ce n'est pas le cas. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle la recherche. Et vous mettez les moyens techniques nécessaires. Il y a un certain nombre de moyens que des spécialistes comme les géologues, effectivement, savent, qu'ils mettent en œuvre sur le terrain. Et ça peut prendre beaucoup de temps parce que la recherche peut prendre de 5 à 15 ans, en moyenne autour de 10 ans avant de trouver un gisement. Alors, tout ce temps-là pour rechercher uniquement, alors quand on sait un peu que dès qu'on parle d'exploitation minière, c'est parce qu'il y a d'abord des sites d'orpaillage dans la zone. Peut-être qu'il y a des prémices quand même, qu'il y a de l'or, voilà pourquoi on vient pour exploiter. Quand vous dites 5 à 10 ans, c'est assez énorme quand même. Est-ce qu'une société va prendre tout ce temps-là pour explorer avant de vouloir donner le permis d'exploitation à une autre société éventuellement? Je peux vous dire que les sociétés qui exploitent actuellement, à part une ou deux, sont dans ce pays-là depuis la fin des années 90, donc 98-99. Et c'est seulement là, fin 2007, que la première mine a vu le jour. Et si vous ajoutez à cela que la plupart, certains des gisements ont déjà fait l'objet de travaux antérieurs par le BIMIGEB, si vous cumulez tout ça, c'est pas moins de 20 ans de recherche avant d'aboutir à un gisement. C'est vrai, pour prendre un terrain, il faut que d'abord la géologie soit favorable. C'est pas partout que vous pouvez trouver, par exemple, si on prend l'or, des gisements d'or. Au niveau du Burkina, nous avons donc 274 000 km². Il y a à peu près 70 000 km² de zones qui sont favorables
pour trouver des gisements d'or ou des gisements de métaux de base comme le cuivre, le zinc, etc. Donc, quand vous prenez le terrain, vous êtes donc obligé de faire la recherche. Vous ne pouvez pas seulement vous fier à ce que les orpailleurs ont trouvé, parce que ça peut... beaucoup de sites exploités par les orpailleurs vont rester seulement des sites d'orpaillage. Ça ne va jamais donner des mines. Et c'est quand même un signe, non? Quand on voit les orpailleurs qui se retrouvent sur un site, c'est déjà un bon signe, non? Tout à fait. C'est un bon signe. Je peux dire que les exploitants artisanaux, les orpailleurs, sont dans la plupart du temps des précurseurs qui trouvent donc le filon, en tout cas une partie du filon. Mais pour mettre tout le filon en exergue, je crois qu'il faut encore des techniques plus sophistiquées. Et ce sont les sociétés minières qui disposent donc de ces techniques-là. Vous avez parlé de 20 ans. Alors, l'exploration, pourquoi ça dure autant avant d'aboutir à l'exploitation? Ça dure autant parce que ça demande de grands moyens. Ça demande de grands moyens et vous savez, la plupart des sociétés qui font de la recherche, ce sont des sociétés qui ne disposent pas de fonds à elles-mêmes. Ce n'est pas des sociétés qui exploitent déjà. Ce sont des sociétés exclusivement qui font de l'exploration, qui lèvent des fonds en bourse. Et vous savez, même la disponibilité des fonds en bourse est tributaire un peu de l'évolution des cours des métaux. Et actuellement, c'est par exemple difficile. Vous pouvez avoir trouvé un bon projet, mais vous n'allez pas trouver des fonds pour financer la recherche. Donc, ça commence, ça s'arrête, un autre prend, il continue, etc. Donc, il y a parfois, ce n'est pas toujours permanent. Vous êtes obligé parfois d'arrêter et même parfois de céder votre projet à quelqu'un qui a les moyens pour continuer les travaux. Alors, M. Barry, vous avez donné tout à l'heure, le Burkina fait 274 000 km² pour ce qui est de la superficie du pays, 70 000 km² favorables pour l'exploitation de l'or. Ça veut dire que le Burkina est bien parti tout de même. Même si les populations disent aujourd'hui que les quelques sociétés minières qu'on a, on a du mal à ressentir dans le quotidien des populations leurs impacts. Bon, quand je dis 70 000 km², naturellement, tout ne va pas, toute cette superficie ne sera pas couverte par des mines, c'est clair. Mais ce que je peux vous dire aussi, dans la réalité, quand vous regardez, je pense même pas que 20% de la superficie, certains même disent 10% de la superficie est effectivement explorée. Parce que nous, si vous regardez les sociétés minières privées, ont commencé effectivement à rentrer au Burkina Faso dans les 92-93. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et quand vous regardez des pays comme le Canada, l'Australie, etc., et l'Afrique du Sud, qui exploitent depuis des centaines d'années, même le Ghana, tout près de nous ici, la mine de Boissy a plus de 100 ans, et ils continuent la recherche et ils en trouvent toujours. Nous, on n'est qu'au début. Donc le potentiel est toujours énorme. Maintenant, quant aux retombées, bon, c'est vrai que il faut dire que l'exploitation minière est assez jeune au Burkina Faso. À part la mine de Poura qui a exploité dans les années 60 et qui a exploité dans les années 80-90, bon, les mines privées n'ont commencé ici qu'en 2007. Disons même 2008, parce que c'est fin 2007. Donc ça fait à peu près 7 ans. Donc je crois que c'est trop tôt pour voir toutes les retombées. Et bon, mais ça va venir, ça c'est sûr. Je crois que au fur et à mesure que l'exploitation, parce que bon, on aura le temps d'en parler. L'exploitation, c'est pas seulement les impôts et les taxes qu'on paye, c'est pas seulement les retombées, ni seulement les emplois, mais il y a toute la chaîne de fourniture de biens et services aux sociétés minières qui reste encore à développer. Donc je pense que quand tout ça sera en tout cas cerné par des Burkinabés, je pense que les retombées se verront en tout cas de façon beaucoup plus évidente. L'invité de l'émission Les Grandes Questions pour ceux qui viennent de nous prendre en marche sur Ouaga FM ce jour est Adama Barry, ingénieur géologue. Il est le vice-président de la Chambre des mines du Burkina Faso. Nous allons beaucoup parler de l'exploitation minière au Burkina. Alors, Monsieur Barry, je reviens encore une fois de plus sur l'état des lieux de l'exploitation minière. Est-ce que vous pouvez nous faire le point actuellement, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, du nombre de sociétés minières qui sont en activité, des sociétés qui sont en exploration et les perspectives même dans le domaine minier avant qu'on entre dans le vif du sujet, notamment pour ce qui est notamment des retombées de l'exploitation minière pour le Burkina Faso qui intéresse nos auditeurs sans doute? Actuellement, si vous voulez, bon, comme j'ai dit, il y a des sociétés, il y a à peu près les 3 phases sont couvertes. Oui. Les sociétés en phase d'exploration, ce sont les plus nombreuses.
Et les sociétés en phase de construction, c'est-à-dire des sociétés qui ont eu un permis d'exploitation mais qui n'ont pas encore construit leurs mines, et les sociétés en exploitation. Pour les sociétés d'exploration, ça, je ne connais pas le nombre, elles sont nombreuses parce qu'il y a plus de 600 permis d'exploration. Donc, ces sociétés-là sont nombreuses. C'est mieux de... Voilà, allez-y. Ça comprend aussi bien des sociétés minières étrangères que des nationaux. Des nationaux, des individus qui ont des permis d'exploration. Et les sociétés en phase de construction, il y a, vous savez, le Burkina, on vient de donner à peu près 5 permis d'exploitation. Et ça, c'est pour l'or. Et on a aussi un permis d'exploitation pour la mine de manganèse de Tambao. Maintenant, il y a 2 autres projets très avancés qui sont des sociétés hors zone sur Bomboré et la société B2 Gold sur Kiaka, qui sont des projets très avancés mais qui n'ont pas encore donc de permis d'exploitation. Et les sociétés en phase d'exploitation, il y en a 8, donc 7 sociétés pour l'or et une société pour le zinc, qui est donc le zinc de Berkois. Ça fait beaucoup. Normalement, les populations devaient mieux en bénéficier. Quand on voit tous ces chiffres que vous venez de donner tout à l'heure, apparemment, on a dit clairement que le Burkina était devenu un pays minier. Un pays minier, l'or même qui dépasse le coton, on a appelé bien à se poser des questions. Bon, je ne sais pas, en termes de retombées, parce qu'une société, quand vous arrivez pour exploiter, l'État vous donne un permis et vous dit, vous avez une convention, et dans la convention, on vous donne les termes. Vous exploitez, mais en contrepartie, vous faites ça, 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 ça et ça, incluant donc des investissements sociaux donc pour les populations, suivant les engagements que vous avez pris lors de votre étude d'impact environnemental, et le paiement des impôts et taxes. Bon, si vous demandez à une société, elle vous dira qu'elle a rempli ces conditions, parce que en termes de paiement de taxes et impôts, elle a payé ce qu'elle doit payer à l'État. En termes aussi d'investissements sociaux, suivant les engagements qu'elle a pris envers les populations, ça se met en œuvre petit à petit, parce que c'est sur la durée de la vie de la mine. Maintenant, peut-être pour que les retombées là soient importantes, comme je vous l'ai dit, il faut que, bon, je crois que ça se voit, mais les populations, je crois que c'est les investissements que la société, par exemple, si l'État a utilisé les fonds pour bitumer des voies, pour faire des forages, pour choses. Individuellement, ça ne rentre pas dans la poche de tout un chacun, mais vous en profitez. Voilà, donc je pense que, par exemple, si vous regardez le Conseil des ministres, je crois, du 1er avril, le gouvernement même a dit que l'État a payé, les sociétés minières ont payé 168 milliards en termes d'impôts et de taxes à l'État. Et si vous prenez depuis 2010, ça fait pratiquement 723 milliards qui ont été payés, donc à peu près 145 milliards par an. Donc je pense que les sociétés minières, en tout cas, je crois, ont payé, en tout cas, leur dû, ce qu'elles devaient payer à l'État. Maintenant, pour que les populations voient effectivement les retombées, je crois que ça prend du temps, mais elles voient déjà les retombées, mais sans que dans la poche de tout un chacun, peut-être que ça puisse aller. Alors, parlons toujours de cette retombée. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure. On a senti que les chiffres sont en baisse par rapport à l'année dernière. C'est tout à fait normal parce que vous savez que le cours de l'or a baissé. L'an passé, les sociétés minières ont vendu peut-être en moyenne autour de un peu moins de $1,400 l'once. Aujourd'hui, cette année, on est autour de $1,250 en 2014. Donc, effectivement, ça va avoir automatiquement un effet sur les recettes de l'État. Sur les recettes de la société minière, mais sur les recettes de l'État également. Monsieur Barry, aujourd'hui on a la chance de vous avoir sur le plateau de Waga FM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de versement justement de ces taxes et impôts sur l'exploitation minière au Burkina Faso? Comment ça se passe? Parce que on a l'impression que ce sont les sociétés minières qui gagnent plus que l'État burkinabé. Bon, je crois qu'effectivement tout le monde pense comme ça. C'est pourquoi nous avons commis donc une étude par le bureau KPMG que tout le monde connaît et qui a montré que, en fait, en termes de revenus, la société minière ne gagne pas plus que l'État. L'étude est disponible.
je peux mettre à votre disposition même à la fin de cette émission que vous allez lire. C'est vrai que certains contestent cette étude, mais nous attendons une étude qui va venir prouver le contraire. Voilà. Parce que ce que je peux vous dire en clair, 60 à 70% des recettes que fait l'État, c'est en amont, c'est-à-dire avant calcul de toute taxe. Parce que si vous regardez les droits de douane, vous regardez les royalties, vous regardez les taxes superficielles, vous regardez la TVA non récupérable. Tout ça, c'est des taxes que la société paie avant même qu'on parle d'impôts, qu'on parle de bénéfices et d'impôts sur les bénéfices. Donc, dans tous les cas, vous voyez, c'est 60 à 70% des revenus. Voilà. Donc, ce qui fait que même quand la société ne fait pas de bénéfices, l'État aurait eu déjà cette partie-là avant. Donc, c'est pourquoi, effectivement, quand vous faites une étude, surtout quand les cours sont assez élevés, vous allez voir que peut-être que dans la répartition, soit c'est à égalité ou l'État gagne un peu plus que la société minière. Alors, expliquer de cette manière, pour le citoyen lambda, il ne comprendra toujours pas. En termes de fiscalité, clairement, est-ce que c'est normal qu'on vienne exploiter les ressources naturelles d'un pays et ne payer que des taxes? Mais voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on paye en plus des impôts et taxes? Parce qu'une société minière, c'est une société commerciale comme n'importe quelle société. C'est comme Sobebra. Naturellement, la différence, c'est qu'on exploite effectivement des ressources non renouvelables. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on paye en plus? Parce que les taxes, si vous regardez, il y a des spécificités de taxes liées à l'exploitation minière. Quand vous regardez les royalties, c'est-à-dire les redevances proportionnelles, effectivement, c'est spécifique quand même au secteur minier. C'est-à-dire, ça va de 3 à 5% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que même quand la société ne fait pas de bénéfices, en tout cas, elle aura ça à payer. Parce que ça se paye en amont. Le jour où vous faites la fusion de l'or, on calcule et vous avez 2 mois pour payer. Okay. Il y a aussi, si vous regardez un peu, l'actionnariat. L'État prend 10% de parts gratuites. Est-ce que vous verrez, on vient d'ouvrir 3 cimenteries, allez voir si l'État a pris 10% de parts gratuites. C'est parce que, effectivement, c'est des ressources non renouvelables. L'État veut avoir un droit de regard. D'abord, il dit, vous me payez des royalties parce que vous enlevez mes ressources, qui sont non renouvelables. De deux, comme c'est des ressources non renouvelables et que nous voulons avoir un œil sur ce qui se passe, nous n'allons pas 10% de parts gratuites. Ça nous donne droit, donc, à des administrateurs dans le conseil d'administration pour voir ce qui se passe. Et c'est effectivement toutes les sociétés minières, l'État a des administrateurs dans le conseil d'administration. Quelle est la marge de manœuvre de l'État? Parce que est-ce que l'État peut vérifier exactement la production qui est faite sur les sociétés minières? Quel est le mécanisme aujourd'hui qui permet à l'État burkinabé de savoir que, par exemple, Essakane ou encore Semafo a exploité cette année 10, 20 ou 30 tonnes d'or? Il n'y a aucune exploitation d'or, M. Ouedraogo, sans que l'État soit là. Toutes les sociétés minières que vous voyez, chacune a une date dans la semaine où elle fait la fusion. Et quand vous faites la fusion, l'État est représenté par le ministère des Mines, à travers la direction générale de la géologie qui envoie quelqu'un. Vous avez aussi la douane qui est là, qui envoie un élément. Vous avez le transitaire et vous avez naturellement la société. On pèse l'or devant tout le monde. On a la quantité, tout le monde contresigne. On calcule sur place, on regarde le coût de l'or ce jour-là. On calcule les royalties et comme je dis, vous avez 60 jours pour payer. Ça, c'est le premier élément au niveau du Burkina. Maintenant, si vous n'avez pas confiance, les sociétés minières, toutes celles qui exploitent ici, sont cotées en bourse. À ce titre, elles doivent effectivement être transparentes envers les actionnaires. Donc, elles publient les résultats et trimestriellement. Trimestriellement, moi, je peux vous dire combien Semafo a produit, combien Essakane a produit. Vous aussi, je peux vous donner les sites. Et chaque 3 mois, vous allez regarder. Et moi, je fais chaque fois la compilation. Effectivement, c'est que l'État a déclaré 36 tonnes 500 au cours de l'année là. Quand vous compilez les rapports des sociétés minières, vous verrez pratiquement la même quantité d'or. Donc il n'y a pas la possibilité de frauder?
il n'y a aucune possibilité de frauder et l'État ne fera pas. Quand je dis il n'y a aucune possibilité, ne soyons pas naïfs. Voilà. Mais une société formelle, cotée en bourse, légale, ne va pas jouer à ce jeu-là. Parce que c'est votre titre qui est menacé et c'est votre renommée qui est également menacée. Donc, je pense que vraiment, les possibilités de fraude là sont très, très, très limitées, sinon inexistantes. On sait également qu'au niveau de l'exploitation minière au Burkina Faso, beaucoup ont reproché à l'État burkinabé d'avoir établi un code minier très attractif pour attirer les investisseurs étrangers. Est-ce que tout n'est pas parti de là, notamment pour ce qui est des retombées de l'exploitation minière sur les populations burkinabées? Vous savez, les sociétés que vous trouvez ici sont au Mali, sont en Côte d'Ivoire, sont au Ghana, sont même en Union soviétique, là, enfin ex-Union soviétique, la Russie, disons, sont au Canada, etc. Monsieur Ouedraogo, si vous êtes un investisseur, vous êtes dans tous ces pays-là, et vous avez plus de 3-4 projets dans ces pays-là, et vous avez de l'argent uniquement pour 2 projets, quels sont les critères que vous allez utiliser pour investir? Je crois que je réponds pour vous. Vous allez regarder où, quand je mets $1, j'ai les retombées les plus importantes. Donc, en faisant un code minier, il ne s'agit pas de faire aussi du nombrilisme. Il faut regarder, il faut faire du benchmarking, regarder ce qui se passe à côté. C'est ça. Quand vous ouvrez une boutique et vous vendez un certain produit que vos voisins aussi vendent, vous ne pouvez pas venir dire, bon, moi, je vends ce produit-là à 100 francs. Vous allez vous renseigner à combien les voisins vendent et fixer votre prix en fonction de ça. Mais est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de nous aligner sur le code minier des autres pays? Parce que quand je vous écoute attentivement, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais obligé de s'aligner. En fait, quand vous faites votre code, il y a plusieurs éléments. J'ai dit de regarder ce que les voisins font. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, regardons nos avantages comparatifs. Si moi, je suis ici, je suis au Burkina, je regarde peut-être le Ghana où le coût de l'électricité, vous savez que l'électricité, ça rentre pratiquement pour le tiers dans le coût de production d'une mine. Et par exemple, au Ghana, ils ont l'électricité à 150 francs le kilowatt. Moi, j'ai ici l'électricité à 60 francs le kilowatt. Je peux dire que je peux même faire des conditions fiscales moins attractives que le Ghana. Donc, vous regardez vos avantages comparatifs. Voilà. Mais si vous mettez un code qui n'est pas compétitif, qui n'est pas attractif en comparaison des autres, pourquoi vous voulez que, à moins que l'idée, ce n'est pas d'attirer les investisseurs? Parce que quand on fait un code, sinon il faut dire le droit commun. Dites que toutes les sociétés minières, il n'y a pas un code minier, c'est le droit commun. Vous venez, vous payez toutes les taxes. Quand on fait des codes, aussi bien le code des investissements, le code, par exemple, la loi de 25-2012 qui a permis aux cimenteries de s'implanter, c'est pour pouvoir attirer des investisseurs. Voilà. Donc pourquoi faire un code si l'objectif, ce n'est pas d'attirer des investisseurs? Et pourquoi vous voulez que l'investisseur vienne chez vous si ailleurs, il peut trouver mieux? Comme je vous ai dit, c'est globalement, quand vous voyez la sous-région Afrique de l'Ouest là, en termes de terrain favorable, on est logé, c'est le même type de roche qu'il y a. La Côte d'Ivoire en a le plus, ils en ont 35%, nous avons 21%, le Ghana 19%, le Mali 11%. Donc l'investisseur, il est libre d'aller partout où il veut. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas brader les ressources naturelles, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il ne faut pas non plus, effectivement, mettre un code, parce que la finalité, si vous mettez un code qui flatte votre ego, mais vous n'avez aucun investisseur, moi je ne pense pas qu'on est plus avancé. Donc pour vous aujourd'hui, le code minier actuel, il ne faut pas le retoucher? Quand on dit un code, il ne faut pas le retoucher, aucune société minière n'a dit qu'elle est contre la révision du code. On a vu que le gouvernement précédent avait lancé la procédure de relecture du code minier. Finalement, ça a été abandonné en cours de route. La révision du code peut avoir plus objectif. Le code date de 2003. Je vous ai dit, la première mine en exploitation, c'est octobre 2007. Donc, disons pratiquement 2008. Donc, quand on faisait le code, on n'avait pas de mine en exploitation. Après quelques années d'exploitation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui n'ont pas été prises en compte, etc.
En fait, le code ne doit pas seulement avoir pour objectif de changer la fiscalité. Il y a plusieurs éléments environnementaux, le soutien aux communautés, le contrôle, etc., etc. Donc nous, mais tout code, parce que la Chambre des mines a pour objectif aussi de défendre la compétitivité du secteur minier burkinabé. Et tout changement naturellement qui tente à remettre en cause la compétitivité du secteur, bon, il faut que nous disions notre mot. Sinon, bon, sur le principe, personne n'est contre la révision du code. Alors, quand on vous écoute attentivement à 2 reprises dans cette émission, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez parlé des cimenteries. On a l'impression que vous trouvez que les secteurs miniers ne sont pas si favorisés que ça par rapport à d'autres sociétés étrangères qui s'installent au Burkina Faso. Non, j'ai pris l'exemple des cimenteries parce que c'est elles qui ressemblent plus ou moins effectivement aux mines. Parce qu'elles aussi, elles utilisent effectivement la matière pour fabriquer le ciment. Sinon, quand je dis, on a l'impression que quand le citoyen parle, qu'il y a tous les avantages qui sont accordés aux sociétés minières et que l'État n'a rien. Mais bon, je vous invite effectivement à aller voir d'autres codes, le code des investissements, à aller voir aussi le code, comme on dit, 2025-2012, etc., dans le cadre de la SCAD, etc. Je vous invite aussi à voir les codes miniers de pays environnants, hein. Parce qu'actuellement, vous savez, la Côte d'Ivoire, par exemple, a fait un code très attractif. Vous savez, en matière de coûts de production, ils sont logés à une meilleure enseigne parce qu'ils sont près de la côte. Ils ont l'électricité qui est relativement moins chère. Et si vous voyez leur code naturellement, bon, nous, notre crainte, c'est que bon, ça joue un rôle de siphon, effectivement, que les sociétés abandonnent effectivement des projets ici et que aillent investir ailleurs. Voilà, donc je crois que nous ne tablons pas seulement, nous regardons en interne par rapport effectivement au code existant, mais nous regardons aussi ce que les voisins font. Je ne dis pas que le code du Burkina est moins attractif, c'est pas ce que je dis, mais je dis, mais pour changer, il faut regarder tout autour effectivement ce qui existe. Alors parlons toujours du code minier, on a l'impression qu'en vous entendre, si on vous résumait, c'est 2 poids 2 mesures entre les sociétés minières et d'autres sociétés qui s'installent au Burkina. Je reviens sur ma question parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu clairement. Est-ce que oui ou non, les sociétés minières sont victimes aujourd'hui peut-être du code par rapport à d'autres sociétés qui s'installent au Burkina? Vous parlez de quel code? Notamment les avantages liés à l'installation. Non, je pense que le code actuel, parce que bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on oublie de dire, quand vous regardez le code de 2003, en fait, on n'est plus au code de 2003. Parce que, au niveau du code de 2003, quand vous regardez, les royalties, les redevances proportionnelles étaient plafonnées à 3% pour l'or. En 2010, on a changé, effectivement, cela pour échelonner un peu de 3 à 5% en fonction des coûts de l'or. Donc, il y a eu un changement. Quand vous regardez, quand les sociétés débutaient l'exploitation, elles ont cru, peut-être à tort, en tout cas ça a été appliqué, qu'elles étaient exonérées de la TVA sur le carburant. Et en 2010-2011, là, on nous a dit non, les sociétés minières, en tout cas, il n'y a pas d'exonération de TVA sur le carburant. Et ça fait plusieurs dizaines de milliards que les sociétés payent en termes de TVA sur le carburant. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est au niveau des droits fixes. Vous savez, quand vous avez un permis d'exploitation, vous payez un certain montant par kilomètre carré. C'était 500 francs le kilomètre carré, c'est passé à 7 500 000 francs par kilomètre carré, donc multiplié par 15 pour les 5 premières années et multiplié par 20, donc à 10 millions à partir de la 6e année. Donc si vous voulez, actuellement, c'est même moins compétitif par rapport au code initial de 2003 qu'on avait. Et si en plus de ça, on veut même corser encore plus, je crois qu'on va perdre beaucoup de points de compétitivité. Donc vous pensez qu'il y a des risques avec cette lecture à n'en pas finir que des investisseurs étrangers fuient le Burkina Faso? Bon, je crois que c'est à l'utilisation qu'on verra. Bon, mais ce que nous ne souhaitons pas, c'est d'avoir l'expérience effectivement de la Guinée, qui avait aussi changé son code, qui avait corsé en 2011 et qui a été obligé de revenir une année après.
pour remettre des avantages. La Zambie actuellement a changé, en début de l'année, a changé effectivement les royalties pour les multiplier par je ne sais pas moi combien, par 20 d'après ce que certains disent. Et actuellement, le nouveau président est en train de revenir en arrière. Voilà, donc c'est ce que nous ne disons pas que les investisseurs vont fuir. Mais les investisseurs iront où ils pensent que, en tout cas, c'est plus favorable pour eux. Dans tous les cas, corsez le code comme vous voulez. Ceux qui ont des projets exceptionnels. Par exemple, si moi je trouve un gisement qui fait 500 millions de tonnes et puis ça fait, je ne sais pas moi, 10 grammes par tonne, ben, écoutez, je peux toujours l'exploiter. Mais quand vous corsez le code, c'est-à-dire vous rendez certains projets non rentables. Je vais vous donner simplement un exemple. Quand vous regardez en 2007, les mines qui exploitent actuellement là avaient des ressources de 163 millions de tonnes de terre à 1,89 grammes par tonne, ce qui fait à peu près 307 tonnes d'or. 1,89 grammes par tonne. Ce qui veut dire, si vous enlevez une tonne de terre, vous avez 1,89 grammes. Aujourd'hui, les projets qui ont les permis d'exploitation, c'est-à-dire Houndé, Banfora, Karma, Yaramoko, Konkera, ont 209 millions de tonnes de ressources à 1,63 grammes tonne. Ça fait 341 tonnes d'or. Donc, on passe de 2007 à 1,89 grammes tonne, en 2015 à 1,63 grammes par tonne. Si vous êtes d'accord avec moi, les économistes le disent, toutes choses égales par ailleurs, 1,63 grammes tonne, c'est moins rentable que 1,89 grammes tonne. Et si vous regardez les deux autres projets qui n'ont pas encore de permis d'exploitation et dont je vous ai parlé, Kiaka et Bomboré, le total fait 264 millions de tonnes à 1 gramme par tonne. Ça fait 264 tonnes. Si vous regardez les coûts de production, on est passé de coûts en 2010, c'est à peu près $500 l'once. Aujourd'hui, on est autour de $750 l'once. Et si vous regardez les prix de l'or, on est passé en 2010 d'un coût moyen de $1,231 l'once à aujourd'hui à 1,270. Donc, vous voyez, en 5 ans, il y a eu seulement une augmentation de 3%. C'est-à-dire, entre-temps, effectivement, le cours a monté. Donc, ce que nous disons là est simple. Vous êtes dans une situation où les nouveaux projets sont a priori moins rentables que les premiers, parce que les teneurs sont plus faibles. Vous êtes dans un contexte où les coûts d'exploitation ont augmenté. Je vous ai dit de 2010, ça fait pratiquement 50%. Vous êtes dans un contexte où les prix de l'or ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc bon, pour nous, c'est logique qu'effectivement, si on ne peut pas faire un code plus rentable, ou en tout cas laisser le code tel qu'il est, il ne faut pas le rendre moins rentable. Parce que si vous le rendez moins rentable, il y a peu de projets qui vont voir le jour. Les gens ne pourront pas. Parce que vous élevez la teneur de coupure d'exploitation. C'est-à-dire il faut un minimum pour pouvoir être rentable. Et plus les taxes sont élevées, naturellement, ça élève aussi les teneurs de coupure. Donc voilà un peu notre logique. Voilà. Donc pour vous, finalement, l'idéal, c'est qu'on maintienne le code minier en l'état et même mieux, adoucir un peu les termes de référence pour faciliter encore une fois de plus l'exploitation massive industrielle de l'or au Burkina Faso. Adoucir, bon, nous, ce qui nous cause effectivement beaucoup de problèmes actuellement, c'est la TVA sur le carburant. Oui. Parce que bon, on dit que la TVA, c'est pas une charge. Bon, là, vous n'êtes pas exonéré, vous n'êtes pas remboursé non plus. C'est-à-dire, les autres TVA, quand vous achetez, bon, l'État, effectivement, prend la TVA, mais vous rembourse. Mais là, c'est pas remboursable. Et comme je dis, ça fait des dizaines de milliards par an. Donc, alors que, bon, quand vous regardez dans certains pays environnants, comme le Mali et autres, bon, il n'y a pas de TVA sur le carburant. Parce que le carburant, aujourd'hui, si on n'était pas obligé de produire nous-mêmes notre électricité, peut-être que la facture serait moindre.
mais toutes les sociétés minières ont des centrales électriques. Et ça, comme je vous l'ai dit, l'électricité, c'est pratiquement le tiers du coût d'exploitation. L'invité de l'émission Les Grandes Questions ce week-end sur Ouaga FM est le vice-président de la Chambre des mines de Burkina Faso. Il s'appelle Adama Barry, ingénieur géologue de formation. Monsieur Barry, ouvrons à présent du moins, je dirais, un gros chapitre consacré toujours aux populations riveraines des mines. Beaucoup d'investissements. On sait qu'une exploitation industrielle coûte plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on trouve que les sociétés minières ne font pas assez parce que les mines sont très excentrées. Il n'y a pas de route même pour y accéder. Pourquoi ne même pas mettre dans le dispositif du code minier le bitumage même de toutes les voies qui mènent aux mines? Parce qu'on a l'impression que on arrive, les mines sont à l'intérieur du pays, il n'y a même pas de route d'accès. Après, on disparaît et puis même les protections de l'environnement, tout ça, c'est pas garanti aujourd'hui. Une société minière, c'est une société commerciale. Par société industrielle aujourd'hui, on peut atteindre combien de milliards de francs CFA en termes d'investissement avant l'exploitation? En termes d'investissement, si je veux vous donner une idée, les mines qui sont en exploitation aujourd'hui, le plus petit investissement, c'est Kalsaka, qui faisait à peu près 20 milliards. Et le plus gros, c'est Essakane, qui fait 225 milliards. Et si vous regardez, Essakane a réinvesti à peu près la même chose pour l'expansion de la mine. Parce que quand vous exploitez, malheureusement, effectivement, parfois les teneurs baissent, alors que vos charges sont plus élevées parce qu'il faut aller plus loin pour chercher le minerai. Et aussi, c'est du minerai qui est dur, il faut de l'explosif. Donc, ils ont été obligés de faire une expansion pour à peu près l'équivalent. Donc, si vous prenez en moyenne là, pour les 7 ou 8 mines, ça fait à peu près 100 milliards d'investissement pour chaque mine. Je reviens donc sur ma question. Les mines, les sociétés minières sont exploitées à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de route d'accès. Même les populations riveraines se plaignent aujourd'hui de ce qu'on a fait comme investissement pour elles. Bon, écoutez, moi je pense, vous savez combien coûte un kilomètre de goudron, hein? Vous savez. Voilà, donc c'est pas à la portée. Si naturellement la société trouve effectivement que dans le cadre de ses activités, pour les besoins de ses activités, elle doit le faire, et ça suppose que c'est un projet à long terme. Les mines qui sont là actuellement, elles ont commencé avec des durées de vie de 7-8 ans. Voilà, 7-8 ans, bon, vous pouvez pas vous mettre à bitumer. Quand est-ce que vous allez récupérer cet investissement? À moins que vous ayez un accord avec l'État qui vous allège sur certaines taxes et vous demande de le faire. Ça aussi, ça se fait. Je crois que les Chinois qui sont un peu partout, je crois que c'est ce genre de partenariat que les gens ont trouvé. Donc, la durée de vie est très limitée pour pouvoir amortir tous ces investissements-là. En fait, c'est l'amortissement des investissements qui cause problème. Mais si vous avez une mine qui doit faire 50 ans ou 100 ans, naturellement, vous pouvez vous permettre de faire ces investissements-là. Pour revenir aux investissements sociaux, peut-être que c'est la base qui est un peu faussée. Sinon, en principe, quand vous faites votre étude d'impact environnemental, vous devez voir les populations, demander quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'elles souhaitent. Et généralement, on vous demande CSPS, on vous demande une école, on vous demande des forages, on vous demande tant. Et tout ça, c'est consigné dans votre étude d'impact environnemental. Et à partir du moment où l'État vous a donné le visa, vous a donné le permis d'exploitation sur cette base, ça devient un engagement pour vous, vous devez le faire. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas d'obligation supplémentaire, sauf dans le cadre, effectivement, de la responsabilité sociétale des entreprises. Les gens font des investissements. Et moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Est-ce qu'on peut laisser à des sociétés commerciales la responsabilité de faire le développement communautaire et le développement, en tout cas, des zones où exploitent elles seules? Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, les sociétés minières pensent que l'État veut qu'elles se substituent à l'État burkinabé pour investir pour la population riveraine des mines. Bon, c'est pas de ma bouche que vous allez manger votre piment comme on le dit. Oui, mais c'est la réalité des choses aujourd'hui, finalement, parce que les miniers le disent clairement. Voilà. Non, moi je crois que la responsabilité première, c'est à l'État. Okay. C'est clair. Parce que les sociétés minières, à partir du moment où elles créent des emplois, elles emploient autant que possible les populations de la zone, et à partir du moment où elles payent des taxes,
Je ne dis pas qu'il faut qu'elles se défaussent, qu'elles ne le fassent pas. Elles doivent le faire pour vivre même en bonne harmonie avec les populations. Il faut le faire. Mais vous savez comme moi, la campagne, comment c'est, les besoins sont tellement immenses que vous ne pouvez pas demander à une société commerciale de satisfaire tous les besoins des sociétés. Mais je vais vous dire, il y a des exemples qui marchent bien. Parce que bon, si vous voyez ces casses un peu partout, c'est parce que les populations ne voient pas peut-être leurs intérêts dans la mine. Comme on dit, on mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. Mais il y a des exemples. Il y a des exemples et je crois qu'on peut s'en inspirer. C'est vrai que dans le code actuel là, qui est en révision, l'État a prévu de mettre quelque chose. Les sociétés minières, il y a un fonds de développement local dans lequel les sociétés minières vont mettre une partie donc de leur chiffre d'affaires pour le développement communautaire. L'État aussi va mettre 10%. Mais moi, soit dit en passant, j'aurais plaidé pour que l'État même augmente un peu sa part. Et il y a des exemples. Je vous donne des exemples. À Madagascar, 70% des royalties vont au développement communautaire. 42% pour les communes, 21% pour les régions, pour les provinces, 7%. Je prends un pays comme le Pérou. C'est pratiquement 100%. La commune prend 20%, la province 20%, la région 20%, etc. Je prends RDC, c'est 40% qui va dans le développement. Alors pourquoi on ne trouverait pas un moyen où l'État aussi mettrait vraiment la main à la poche et au fond de la poche en termes de royalties, parce que c'est ça, les revenus qui sont plus ou moins permanents. Comme je vous dis, même si la société ne fait pas de bénéfices, elle doit payer les royalties puisque ça se paye en amont. Donc pour vous aujourd'hui, la responsabilité, c'est finalement l'État qui ne joue pas pleinement son rôle. Dire que l'État ne joue pas son rôle, c'est-à-dire, moi je trouve que l'État pourrait faire assez. Nous avons soulevé le problème même depuis 2008 pour dire qu'on ne peut pas laisser seulement la responsabilité du développement communautaire aux sociétés minières. Il faut que l'État aussi fasse quelque chose. Bon, donc, je pense que s'il y a une partie, les royalties, ça fait à peu près 30 milliards. S'il y a une partie, ne serait-ce que le tiers, 30%, qui va dans le développement communautaire, en plus de ce que l'État contribue, je crois qu'il y aura quelque chose de visible sur le terrain. C'est pas nous seulement, même le Ghana. Le Ghana, c'est 10% qui vont dans le développement communautaire. Mais là-bas aussi, les sociétés minières plaident pour que ça monte à 30%. Parce que bon, vous avez l'impression parfois, vous avez payé ce qui est votre dû, mais écoutez, quand il y a des problèmes, la population, comme quelqu'un le dit, l'État est trop loin. La mine est là, on préfère casser la mine ou en tout cas bloquer les activités de la mine. Donc nous avons intérêt à ce que effectivement il y ait un climat apaisé pour qu'on puisse travailler, mais je pense aussi que l'État aussi a intérêt à ce que le climat soit apaisé pour que les sociétés puissent travailler et aussi continuer à payer les taxes. Alors, on vous entend clairement, l'État doit faire beaucoup d'efforts. Et vous-même, vous avez souhaité que l'État fasse des efforts à ce niveau-là. Mais est-ce que le contexte du Burkina Faso permet effectivement que on amène beaucoup, quand même, une part assez importante des retombées de l'exploitation minière à l'endroit des populations riveraines uniquement des mines? Bon, quand vous dites population, je vous ai donné la répartition. La répartition va jusqu'à la région. Voilà, quand une région a déjà 4 provinces, je pense que le développement décentralisé, je crois que les sociétés minières peuvent y contribuer. Okay. Donc, par exemple, prenons le cas de la région du Sahel au Burkina. Djibo-Dori, il n'y a pas de route. Djibo-Seba, par exemple, il n'y a pas de route. Normalement, s'il y avait une bonne répartition des retombées de l'exploitation minière, on aurait pu désenclaver donc la région du Sahel-Burkina. Mais il va de soi qu'effectivement, si l'argent qui va dans les communautés là, si au lieu que ce soit 1 milliard dans l'année, c'était 3 ou 4 milliards, c'est sûr qu'on pourrait faire beaucoup plus. Ça, c'est clair. La société civile mène le combat aujourd'hui. La coalition publie ce que vous payez. On demande même à ce qu'on verse 1% des retombées par an par rapport donc à l'exploitation minière. À votre niveau, vous avez dénoncé ça parce que vous trouvez que c'est pas juste ce que réclame la société civile. Bon, nous avons toujours dans l'esprit un peu la sauvegarde de la compétitivité. Parce que bon, quand ils disent 1%, bon, pour le commun des mortels, que c'est 1% seulement, on leur demande et puis ils font des histoires. Mais on dit 1% du chiffre d'affaires. C'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires. Et plus vous corsez, par exemple, si vous mettez 1%, l'investisseur qui arrive, qui doit ouvrir une mine, vous croyez que les royalties, là, il va mettre ces 5%, il va mettre ces 6%. Puisque les royalties, c'est basé sur le chiffre d'affaires, c'est au maximum 5%.
il va dire les royalties aussi, les développements communautaires basés sur le chiffre d'affaires, 1%, donc c'est à peu près 6%. Donc, tous les petits points, et si vous prenez les taxes là de façon isolée, ils disent 1%, mais vous oubliez qu'en plus de 1%, les sociétés payent d'autres taxes. Nous avons souhaité, effectivement, si vous regardez dans le code, c'est un secret pour personne, hein, je crois que c'est autour de 0,5%, et je vais vous donner l'exemple du Ghana, qui est assez avancé, où les communautés sont vraiment, effectivement, très imprégnées de la chose, parce que comme je dis, ils exploitent, ça fait très longtemps. De 2009 à 2013, les sociétés minières ont un chiffre d'affaires en fait de 21 milliards effectivement de dollars. Parce que le Ghana, le secteur minier rapporte à peu près, en termes de chiffre d'affaires, à peu près 5 milliards de dollars. Ça fait 2500 milliards. Nous, on est autour de 750 milliards. Donc encore, on a du chemin. Mais il y a du potentiel. Et en termes d'investissements sociaux, ils ont fait 106 millions de dollars d'investissements sociaux. Ça fait à peu près 0,5%. Donc, nous pensons qu'en tout cas, autour de 0,5%, je pense qu'on s'était accordé, c'est raisonnable. Et si vous regardez, j'avais fait une étude aussi comparative, le Burkina, la Tanzanie, le Mali, le Ghana. Si vous regardez au niveau de Burkina, je crois en 2012, je pense qu'on était à peu près à 0,3%, je pense. Le Mali, je crois que pour les chiffres que j'ai vus dans le rapport ITIE, c'est 0,2%. Bon, c'est la Tanzanie qui fait mieux, je crois qu'autour de 1%. Et le Ghana, je crois que c'était autour de 0,48%. Voilà, donc, mais c'est des chiffres qui fluctuent. Le Ghana a fait, la Tanzanie a fait 1%, mais peut-être que l'année suivante, elle a fait 0,7%, ça fluctue. Le Burkina, peut-être que si vous prenez les chiffres de 2013 ou 2014, vous aurez un taux différent. Le Ghana, exactement, également. Ce qui, pour bien voir, il aurait fallu faire sur un nombre un certain nombre d'années pour voir la moyenne. Donc, nous pensons qu'en tout cas, autour de ça, sinon c'est raisonnable, les sociétés ne sont pas du tout opposées vraiment à contribuer au développement communautaire en mettant la main à la poche. Bon, et pour autant qu'il y ait une bonne, effectivement, gouvernance de ces montants-là, je pense que les populations verront les retombées et le climat va s'apaiser. L'invité de l'émission Les Grandes Questions sur Ouaga FM est M. Adama Barry, ingénieur géologue, vice-président de la Chambre des mines du Burkina Faso. Monsieur Barry, je voudrais qu'on revienne sur un point important, la question de la nationalisation des mines. Pour les citoyens ordinaires, si on continue d'exploiter l'or et qu'on ne voit pas les retombées, pourquoi l'État lui-même ne prend pas la responsabilité d'exploiter notre sous-sol pour qu'on puisse avoir véritablement les retombées? Bon, en fait, moi j'ai un problème quand vous dites que on ne voit pas les retombées. Mais les retombées, celui qui nous représente tous là, c'est l'État. L'État reçoit les fonds et fait les investissements qu'ils estiment nécessaires effectivement pour le développement du pays. Bon, mais si chacun s'attend à avoir quelque chose dans la poche, je crois qu'on va attendre très longtemps. Je pense que c'est l'État qui fait les investissements et tout un chacun en profite. Nationalisation des mines. Oui. Bon, quand j'entends certains parler, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé à la mine de Poura. À la mine de Poura, l'État avait 60%. Donc, en fait, si tu voulais, c'était une société étatique. Et dans les années 90, il n'y avait pas seulement que la Sorimi. Il y avait la CEMOB, où l'État aussi avait une part. Il y avait la Somicob, avec les Coréens, où l'État avait une grande part aussi. Et il y avait la SMG. Mais c'est tirant expérience de tout ça que l'État a décidé de se désengager. Et si vous regardez partout dans le monde là, l'État se désengage, sauf des ressources stratégiques, c'est-à-dire un pays, par exemple, si nous avions du manganèse pour 500 ans, comme par exemple la Guinée, qui a du bauxite, la Guinée a 2/3 des bauxites mondiales. Ça peut s'expliquer que l'État, effectivement, soit actionnaire. Mais pour des mines qui ont des durées de vie, le risque est important. Est-ce que l'État va faire la recherche? Il y a combien de sociétés minières qui ont fait la recherche et qui n'ont rien trouvé, qui sont parties? Et vous faites en plus, quand vous commencez à exploiter, parce que le secteur minier,
pour résumer là, quand vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de trouver. Parce qu'il y a un indice sur 1000 ou un indice sur 100, quand le terrain est bien connu, qui aboutit à une mine. Donc les chances de succès là sont très faibles. Il y a 600 permis, mais il y a combien de mines pour l'instant? Quand vous trouvez, vous n'êtes pas sûr d'exploiter. Parce que vous savez, je vous prends par exemple l'exemple de Perquois. Ça fait 6 millions de tonnes de terre. Mais vous savez, il y a combien d'échantillons, il y a combien de kilos qui ont servi à calculer ces réserves-là? C'est environ 1 millième de ça qui a servi à... Donc, quand vous descendez, vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous avez calculé. Vous pouvez en trouver plus, vous pouvez en trouver moins. La géométrie de votre gisement, quand vous descendez, parfois, ce n'est pas ce à quoi vous attendez. Un autre aspect, c'est les coûts. Si vous avez fait effectivement votre étude à un moment où les cours sont élevés et au moment où vous rentrez en exploitation, les cours sont plus bas, mais il y a des mines qui ont fermé même avant d'avoir commencé à exploiter. Et naturellement aussi, il y a tous les aspects communautaires. Vous pouvez trouver une mine et puis vous ne pouvez pas exploiter. Nous, on a un exemple bien précis ici, voilà, à Waivia. Pour l'instant, en tout cas, c'est suspendu. Voilà. Et quand vous exploitez aussi, vous n'êtes pas sûr de rentrer dans vos fonds. Pourquoi? Parce que là aussi, les coûts des métaux. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, l'État n'est pas du tout dans de bonnes positions pour pouvoir se lancer dans l'exploitation minière. Pour moi, l'État n'est pas là pour prendre un risque. Comme je vous dis, en Guinée, vous creusez partout, vous avez la bauxite. Ça, on n'a même pas besoin de chercher longtemps pour trouver. Mais une activité où les chances de succès sont aussi faibles, où le risque est assez grand, même quand vous exploitez. Je pense que c'est pas avec, surtout nous au Burkina, avec nos maigres ressources, je pense qu'il ne faut pas le secteur minier, la situation qui est là actuellement là, je pense que on peut la conserver comme ça. Naturellement, il y a certains pays qui aménagent, comme par exemple le Mali, qui s'octroie la possibilité, en plus de 10% de parts gratuites, de prendre 10% supplémentaires et 5% pour les nationaux. La Guinée qui peut prendre peut-être 20% supplémentaires, etc. Mais tous ces pays-là même ne prennent pas. Parce que le problème, c'est quoi? Les 10%, c'est de parts gratuites. Mais le reste, là, c'est aux conditions. L'État est traité comme n'importe quel actionnaire. Donc, si vous avez 20%, si on doit mettre 100 milliards, l'État doit trouver les 20 milliards pour venir investir. Voilà. Est-ce que nous pouvons nous permettre ça? Moi, c'est la question que je me pose. Mais cependant, la nationalisation est possible. Certains pays l'ont fait. Par exemple, c'est pas une nationalisation forcée. C'est-à-dire, c'est fait de façon douce. Et, par exemple, en Afrique du Sud, c'est avec ce qu'ils appellent le Black Empowerment, où on a permis effectivement à des Noirs effectivement d'accéder aux mines. Mais chez nous aussi, on a des nationaux qui s'y mettent. J'arrive. Mais comme la mine, c'est vraiment, il y a un risque. Et nous, dans notre mentalité, je pense qu'on est prêt à prendre des risques, mais des risques limités. Mais il y a un créneau bien porteur pour les nationaux. C'est la petite mine. La petite mine, c'est-à-dire des mines qui produisent 100, 200 kilos d'or par an, mais qui sont formelles, sur lesquelles l'État a un contrôle. Et si on avait une centaine ou 200 comme ça, et la plupart, il y a beaucoup de gîtes qui ne sont pas exploitables par des grandes mines, mais qui peuvent faire l'objet d'une petite mine. Mais là aussi, moi je dis, il faut que l'État aussi donne un coup de pouce. Parce que c'est risque, c'est un métier vraiment à risque et ça demande beaucoup de capitaux. Mais je crois qu'on peut trouver des moyens, en tout cas, à inciter des nationaux à effectivement développer ce créneau-là. C'est pas que le terrain est vierge. Il y a des nationaux qui ont essayé, malheureusement, avec les événements, ils ont eu leur installation complètement détruite par des exploitants artisanaux. Bon, je crois que pour peu que le problème de sécurité soit réglé et que l'État, en tout cas, trouve les moyens d'apporter aussi un appui aux nationaux, aux entrepreneurs nationaux, je pense que ce créneau-là est vraiment porteur pour les Burkinabés. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer en votre compagnie. Ça va vite, une dizaine de minutes et ce sera la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut dire un mot à présent donc sur les licenciements dans le domaine minier? Parce que beaucoup de gens ne voient pas ça. Quand on voit que quelqu'un travaille sur une mine, on voit que la personne a beaucoup d'argent, elle est
est même surpayé pour le commun des mortels, mais on perd également facilement son emploi sur le site minier. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs façons de perdre son emploi. C'est des relations de travail entre un employé et un employé, et il y a plusieurs façons de perdre son travail. Vous avez fait une faute lourde, on vous licencie. Vous avez fait une grève illégale, on vous licencie. Ou bien la mine ferme tout simplement, ou en tout cas a des difficultés financières, effectivement, on compresse. Alors, est-ce que l'argument, par exemple, de la baisse du coût de l'or sur le plan mondial peut justifier le licenciement d'une partie du personnel d'une société minière? Mais bien sûr, si vous avez vos coûts qui sont élevés, alors que le prix de l'or est bas, mais vous essayez de réduire les coûts. Réduire les coûts là, c'est à tous les niveaux, y compris au niveau du personnel. Mais j'avoue que le personnel, vraiment, c'est en dernier lieu qu'on regarde effectivement cette option-là. Voilà. Mais sinon, effectivement, dans le cadre de la réduction des coûts, il peut arriver où, effectivement, on peut vouloir diminuer le personnel. Pour les populations riveraines des mines industrielles, pour elles, il faut les laisser faire l'exploitation artisanale parce qu'avec ça, elles gagnent mieux que quand c'est l'exploitation industrielle où on dit vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas la formation requise et tout ça. Ça, c'est l'État qui peut répondre à cette question. L'État a souhaité avoir une exploitation industrielle, formelle, qui peut être facilement contrôlée par elle. Effectivement, si vous regardez l'exploitation artisanale, peut-être ça enrichit l'individu, mais ça n'enrichit pas l'État. Parce que si vous regardez les déclarations au niveau de l'exploitation artisanale, là, c'est autour de 500 kilos par an. Comparativement aux 36 tonnes des sociétés minières, je crois que le choix est vite fait. Mais ceci étant, il y a beaucoup de gîtes qui ne feront jamais l'objet d'une exploitation artisanale et une exploitation industrielle qui peuvent être effectivement utilisés pour l'exploitation artisanale. Vous savez, c'est un peu comme les grossistes et les détaillants. Chacun a sa place. Si vous allez au marché, il y a des grossistes, des demi-grossistes, des détaillants. Nous, les sociétés minières industrielles sont des grossistes, si vous voulez, et les autres sont des détaillants, et chacun a sa place. Voilà. Mais vous combattez de façon indirecte l'exploitation artisanale de l'or. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette manière de faire? Bon, honnêtement, c'est vrai que l'exploitation artisanale, il y a des problèmes. Surtout quand elle est faite de façon anarchique, quand elle ne se fait pas en vertu d'un titre minier. Donc, ça cause problème. Parce que c'est un peu le Far West. Et chacun a sa loi. Donc, en matière aussi de sécurité, il y a des problèmes. Vous savez, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des morts. En matière de protection de l'environnement, en matière aussi d'utilisation de produits prohibés, même d'explosifs, etc., etc. Mais comme on dit, on immobilise les gens que sur la base des intérêts. Donc, il n'y a pas d'emploi. Donc, les gens, ils essaient de travailler là où c'est possible. Mais je crois qu'il y a une possibilité de les organiser. Et nous avons eu, je crois, au niveau du Burkina, une expérience antérieure, quand il y avait le comptoir burkinabé de métaux précieux, qui encadrait donc le secteur. Je pense qu'il faut peut-être arriver à quelque chose comme ça, où en tout cas, on va les éduquer, on va leur apprendre les bonnes pratiques, et aussi les encourager à se formaliser, c'est-à-dire à aller prendre des titres d'exploitation. Ça permet à l'État aussi de contrôler l'activité. Nous sommes pratiquement en fin d'émission. Vous pouvez rassurer l'opinion qu'on ne peut pas arrêter l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso? Tant qu'on ne trouve pas une alternative à cette exploitation artisanale-là, elle va toujours exister. Seulement, je dis, avec l'évolution, même les pays développés, le Canada, les États-Unis, etc., il y avait la ruée vers l'or, etc., qu'on a lu, c'était là-bas. Mais actuellement, avec le développement économique, les gens le font juste pour le plaisir. Le week-end, ils vont faire juste pour le plaisir. Voilà. Donc, je pense que au fur et à mesure que le pays va se développer et que effectivement il y aura des emplois effectivement disponibles, d'autres emplois, je pense que ça va finir de lui-même. C'est pas demain la veille, c'est vrai. Mais je pense que pour être réaliste là, c'est essayer de mieux les organiser pour qu'il y ait moins d'accidents, pour qu'il y ait moins de destruction de l'environnement et pour que l'État aussi ait des retombées beaucoup plus importantes de l'exploitation artisanale. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, notamment dans l'exploitation minière au Burkina Faso? Je peux vous dire que je suis même très optimiste parce que, comme je vous dis, la recherche minière est vraiment très récente au Burkina et je pense que le meilleur reste à venir, c'est-à-dire en termes de gisement, pour peu que effectivement le cadre
demeure compétitif. Voilà, nous ne disons pas que il faut faire des avantages indus aux sociétés minières. Nous disons compétitifs, c'est-à-dire qu'ils se comparent favorablement avec les autres pays. Pour peu que ça existe, je pense que l'exploitation minière a de beaux jours devant elle. On s'arrête là pour l'émission Les Grandes Questions. Monsieur Adama Barry, ingénieur géologue, vice-président de la Chambre des mines, était l'invité de l'émission Les Grandes Questions. Monsieur Barry, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Ouedraogo, c'est moi qui vous remercie. Et j'espère que, en tout cas, on aura encore l'occasion de pouvoir s'exprimer sur le secteur minier, parce que c'est un secteur, comme on ne le dit pas assez, c'est 70 à 80% des ressources d'exportation, et c'est aussi, on dit, 20% des ressources propres de l'État. Donc c'est un secteur qui compte, et en tout cas ensemble on gagnerait effectivement à protéger ce secteur-là pour des lendemains encore meilleurs. Je vous remercie. Merci à vous. Aux auditeurs qui nous ont suivis, nous vous disons également grand merci. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de la radio. Les grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité.